Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 10, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Salut Jérôme, comment ça va? Très bien, et toi Antoine? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoute, ça va très très bien, là depuis une semaine qu'on s'est vu. On n'a pas encore une fois, on n'a pas arrêté de travailler sur les nouveaux sujets et puis écoutez, ça tombe bien, on a aussi des historiens du mystère dans nos relations, entre autres Pascal Cazotte, dont on reparlera un peu plus tard au cours de cette émission, et qui nous a apporté une information quand même assez notable qu'on voulait repartager avec vous. Eh bien, c'était concernant ton sujet sur les os muraux, on va dire, on va les appeler comme ça. Les os muraux. Oui, oui, je vous avais présenté la semaine dernière une chose incongrue que j'ai chez moi, un fameux. J'ai des pierres, comme je vous avais fait voir, des moellons avec des os à l'intérieur. D'accord, sur une assiette maintenant, tu les présentes. Voilà, je présente ça. Non, non, parce que c'est en fait Madame est servie. c'est ça. Donc voilà, je vous avais fait voir ces espèces de moellons avec ces trous en plein milieu. Et c'est un os. Alors on se posait la question avec Antoine, vu la taille de l'os, est-ce que c'est un os humain, est-ce que c'est un os animal, on savait pas trop. Et c'est vrai qu'il y a Pascal Cazotte qui nous a envoyé quelques infos là-dessus. Il y a aussi Nico, il se reconnaîtra, je le remercie aussi, il m'a envoyé quelques liens par rapport à cette chose. Donc apparemment, c'est pas si insolite que ça, Antoine, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, apparemment, surtout en Bretagne. Il y a beaucoup de vieux murs de pierre dans lesquels sont insérés des os. Voilà, on vous fait voir les petites photos. Donc, alors c'est vrai que des personnes qui ne sont pas trop au courant de ces choses-là vont tout de suite penser que ça peut avoir un lien avec des croyances, de la superstition, pourquoi pas symbole ésotérique. Moi, c'est ce qui m'avait interpellé. Hein. Je me suis dit pourquoi insérer des os dans des pierres, voilà. C'était plutôt morbide comme, mais apparemment non, c'était une pratique assez courante au 18e, 17e, 18e et 19e siècle. Donc, on retrouve très souvent des anciennes constructions avec ces fameux os qui dépassent. Alors, selon certains, ça aurait plusieurs fonctions. Une des fonctions, ça serait être des tuteurs, parce qu'on retrouve souvent ces os sur des murs extérieurs, et donc ils pouvaient avoir la fonction de tuteur si on faisait pousser par exemple des rosiers ou des arbres fruitiers ou pourquoi pas de la vigne au pied de ces murs, et avec la croissance de la plante, on accrochait au niveau de ces os-là. Donc une explication, bon, somme toute logique, puisque apparemment les constructeurs de cette époque, ils avaient choisi ce matériau, puisque c'est vrai que l'os est beaucoup plus résistant que du bois, par exemple, dans le temps. Et alors il y avait aussi une fonction pour pourquoi pas faire sécher des écheveaux de chanvre. Et c'est vrai que plutôt que d'accrocher ça, par exemple, sur un pic métallique et qui avec le temps va rouiller, fera des taches sur ces échevaux de chanvre. Et en plus le métal en rouillant il gonfle et souvent il éclate la pierre. Donc l'os lui bouge pas dans le temps. Il est carrément imputrescible, hein, donc effectivement le bois, lui, s'il y a des termites, c'est foutu. Le fer, ça rouille. C'est ça. L'os, effectivement, ça bouge pas, ou alors il faut des centaines de milliers d'années. C'est ça, et puis on va dire, c'est un matériau gratuit, quoi, hein, puisque s'il chassait pour se nourrir, il récupérait les os et ça servait justement pour les constructions, pour ce genre de choses. Il y avait aussi deux autres fonctions, je crois. Oui, oui, c'est ça. Il y aurait aussi une marque de mitoyenneté. Donc, il semblerait que en fait, la présence de ces os pouvait définir la mitoyenneté d'un mur. Voilà. Donc j'avais retrouvé ce petit texte de Jean-Paul Roland, il avait écrit ça dans un article. On en retrouve assez souvent dans le parement intérieur des murs qui enclosent les demeures respectables. Donc justement, moi, ça vient du château de la Mairie, donc logique. Maison cossue, presbytère. Parfois dans les murs de maison, si par hasard lors de travaux on en retrouve à l'intérieur d'une maison, il nous indique qu'il s'agit à une autre époque d'un mur extérieur. Donc voilà, ça coïncide moi avec la récupération de ces pierres qui ont servi à construire ma maison. En droit immobilier, l'os dans le mur est ce qu'on appelle
une présomption de preuve pour savoir à qui appartient un mur mitoyen. Donc voilà, une deuxième fonction par rapport au fait d'insérer ces os dans des murs. Et puis une troisième fonction, ça aurait servi, quatrième fonction, parce qu'il parle aussi de drain utilisé pour drainer l'humidité des murs. Et puis aussi, moi j'ai trouvé cette autre fonction très intéressante. En fait, ça pouvait servir aussi dans la technique de construction comme des agrafes. Je sais pas si tu te rappelles, Antoine, on retrouve souvent dans des anciennes constructions antiques la marque d'agrafe entre deux blocs. Souvent, on pensait qu'il coulait un métal dedans, pourquoi pas de l'or. Tu avais déjà certainement entendu parler de ça. Et ben en fait, c'est vrai qu'un os a une forme d'agrafe, si tu veux, avec les deux extrémités beaucoup plus grosses. Donc ça pouvait être inséré entre deux blocs pour servir justement de jointure et d'agrafe, parce que comme il le dit, si on prend par exemple le tibia d'un bœuf, il réunit à la force une inaltérabilité à l'épreuve du temps. Voilà. Bon ben voilà, donc on a levé le mystère grâce à vos retours que vous avez mis dans vos commentaires sous la vidéo qui nous a interpellés, et puis voilà, du coup on a poussé l'enquête. Puis c'est vrai que toi tu as vécu pendant des années avec ces os à côté, en ayant peur que c'était des os humains, et puis finalement non, tu vois. Tu vois, j'avais vraiment pris la peine de me renseigner à fond sur ce sujet-là, et je pense que j'aurais trouvé, voilà. Mais bon, je préférais garder cette part de mystère. Imaginer que c'était des os humains. Ah bah écoute, la transition elle est toute trouvée entre tes os et le prochain sujet, parce que dans le prochain sujet, on va parler du retour des Dogman. Elle était facile, effectivement. Donc il paraîtrait que dans le Michigan, là où d'ailleurs il y aurait déjà eu plusieurs apparitions du Dogman, il serait revenu, il aurait été capté. Allez, je vais vous montrer une petite vidéo qui en parle. Donc là, Jérôme, comme tu vas pouvoir le voir, c'est une vidéo de sécurité qui a été prise. Ça vaut ce que ça vaut, c'est toujours pareil sur ce genre de vidéo, mais tu vas voir, c'est très surprenant. Allez, je te laisse à découvrir. Et on va voir apparaître une ombre au loin, et quand on le grossit, ça a quand même... Oui. Ça, puis on voit un museau et tout. C'est... La vidéo est vraiment surprenante, quoi. Ouais. Si c'est pas... Là aussi, c'est pareil, ça peut être une bande de potes qui s'amusent à faire un faux Dogman, surtout que dans le Michigan, il y avait eu un chanteur qui avait fait une chanson là dans les années, je crois que c'est 87, qui avait un peu lancé ce mythe du Dogman, et parce qu'effectivement dans le Michigan il y aurait eu plusieurs cas de Dogman. Par exemple, c'était en 1938 un certain Robert Fortenay qui avait 17 ans à l'époque, qui revenait de la chasse. Et puis au détour d'un bois, il voit une espèce de meute de chiens sur lesquels il est tombé nez à nez avec eux. Bon, vous vous doutez bien que quand vous tombez sur ce genre de meute, que vous avez un fusil avec vous, et que vous avez aussi du gibier que vous venez d'abattre, bon, il leur a fait peur, il a tiré en l'air, donc ils sont tous partis sauf un. Et puis ce chien-là, qui était quand même le plus gros de la meute, le regarde droit dans les yeux, et puis il avait les yeux bleus. Alors c'est vrai que des chiens aux yeux bleus, à part les huskies, il y en a pas beaucoup. Donc il a senti vraiment une espèce de malaise quand il a vu ce chien, ce gros chien. Donc du coup il a retiré un coup en l'air, sauf que le bestiau, au lieu de se carapater à quatre pattes, il s'est relevé, il s'est redressé, il l'a regardé d'un œil bleu-noir, et puis il est parti. Voilà. Bon, c'est un témoignage de 1937, c'est pareil, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ce genre de témoignage qui a donné un peu le mythe du Dogman dans le Michigan. Allez, tiens, un petit peu ton avis, Jérôme, sur cette existence de Dogman. Donc c'est pas des loups-garous, c'est pas du werewolf,
On est vraiment sur plutôt un homme-chien. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah, j'allais te parler justement du loup-garou, mais oui, alors il y a certains peut-être confondent aux États-Unis justement loup-garou, dogman. Comme tu dis, on est peut-être sur un homme-chien, mais là, par exemple, sur la vidéo, on voit nettement un museau très allongé comme un chien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, moi, je pense il y a énormément eu de témoignages que ce soit aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, hein, en France aussi, hein, aussi étrange que ça puisse paraître, de personnes qui auraient aperçu justement dans des forêts ou c'est sur des bords de chemin, comment des animaux avec une apparence de gros loups ou de gros chiens. Et la particularité, c'est qu'ils se dressent et ils se mettent debout sur leurs pattes arrière, quoi. C'est exactement ça. Eh bien, figure-toi que Pascal Cazot en avait parlé dans le hors-série qu'il avait écrit pour Top Secret sur les loups-garous, hein, le hors-série numéro 10, où il parlait entre autres de la bête de Bray Road, celle-ci, voilà, qui n'avait pas été identifiée clairement. Et on en a profité du coup en 2017 pour faire une émission spéciale. Alors là, c'était pas sur les Dogman, c'est plutôt sur les Black Dogs. Mais bon, on est dans la même famille de canidés. Et tu verras, comme c'est vraiment un historien du mystère, Pascal, il adore fouiller dans les archives et il découvre des pépites. Et là, il nous parle d'une apparition d'un gros chien noir aux yeux rouges qui apparaît comme ça dans une église et qui va faire un petit carnage. Allez, je vous mets un petit extrait de son émission donc on a enregistré en 2017 sur Miasme TV. Après, il y a la fameuse histoire qui nous a été rappelée par un auteur qui s'appelait Abraham Fleming. Alors, cet Abraham Fleming, il a été témoin de l'événement. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et il en avait fait d'ailleurs un petit récit. Alors, je vais montrer à l'écran ce que j'ai pu trouver là-dessus. C'est un document qui date du XVIe siècle. Bon, ce n'est bien sûr qu'une reproduction. Alors, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Voilà. Donc, c'est écrit, bien sûr, avec des lettres de l'époque de la Renaissance, hein, puisque c'est un document qui date du XVIe siècle. Il y avait un petit dessin aussi de Black Dog, voilà. Alors, que nous raconte cet Abraham Fleming? On est à cette époque-là, exactement le 4 août 1577, dans l'église de Bungay, dans le Suffolk. Alors là, c'est pareil, l'office religieux vient de commencer, et puis d'un seul coup, il y a une tempête phénoménale qui se lève à l'extérieur. Les gens entendent le bruit du vent, etc. Et encore une fois, un Black Dog apparaît. Alors, un Black Dog, en Angleterre, c'est un chien noir, bien sûr. Le terme Black Dog, ça veut dire chien noir. Et il est d'une taille colossale. Et il a aussi des yeux rouges flamboyants, on dirait de charbon ardent. Ouais. Alors déjà, une telle apparition, autant dire que ça fout la trouille aux gens. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le Black Dog qui apparaît dans l'église de Bungay se contente pas d'apparaître. Il attaque donc les paroissiens. Il va tuer 2 personnes. Il va en tuer 2. Et il va même en blesser une autre assez gravement. Et après avoir commis son forfait, il va s'enfuir. Mais on ne le voit pas vraiment sortir par la porte. Il disparaît aussi de façon assez mystérieuse. Et il va apparaître aussi mystérieusement dans une autre église. Là, c'est l'église de Blasburg qui se trouve à 19 km de distance. Il y a 19 km de distance entre les deux églises. Et il va apparaître à moins d'1 heure d'intervalle. Et là, pareil, il va s'attaquer aux personnes qui assistent à la messe. Et là, il va en tuer 3 et en blesser une autre et par brûlure. Donc, c'est quelque chose de complètement incroyable. Et il va également disparaître après avoir commis son forfait, sauf que là, il va laisser une trace sur la porte de l'église de Blasburg. Alors, j'ai retrouvé, là, c'est grâce à Internet, j'ai trouvé une photo de l'église de Blasburg.
où l'on peut voir les traces qui ressemblent à des brûlures en fait qu'il aurait laissées sur la porte. Alors je vais montrer pareil à la caméra, je ne sais pas si on voit bien, et les traces de brûlures sont ici. Donc ça, c'est l'histoire la plus incroyable que l'on ait sur les Black Dogs, parce que on a donc une apparition fantomatique, mais une apparition fantomatique qui est capable d'agir physiquement parlant, puisqu'elle va après s'en prendre à des personnes, elle va les blesser, elle va les tuer, donc c'est un phénomène complètement incompréhensible. Donc tu as vu là, comme le décrivait Pascal, déjà une bête assez monumentale, noire, les yeux rouges. Elle apparaît comme par enchantement au sein d'une première église, elle tue 2 personnes, elle en blesse une 3e, elle disparaît comme si c'était un fantôme, et elle réapparaît dans une autre église, alors je sais plus s'il a dit 1 ou 10 km plus loin, où là, rebelote, elle tue à nouveau 2 personnes, elle en brûle une 3e pour disparaître complètement. Et puis cette photo de l'église, la marque, tu vois, toujours après, 3 siècles après, où on voit la marque, entre guillemets, que le Black Dog aurait laissé sur la porte de l'église. Alors, ce qui est intéressant dans ce témoignage-là, c'est toujours pareil, c'est quand c'est du témoignage qui vient du passé, on est moins amené à penser que c'est de l'affabulation. Alors c'est peut-être une mauvaise interprétation des gens, mais ils sont pas là pour faire du buzz. Le mot n'existait pas de toute manière à l'époque. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer que ce chien de l'enfer finalement apparaisse comme ça en plein milieu d'une église, disparaisse, réapparaisse, redisparaisse? Là, il n'y a pas beaucoup d'explications, à part peut-être des ouvertures temporelles ou spatio-temporelles sur d'autres époques ou d'autres lieux, voilà, d'animaux comme ça qui viendraient sur notre planète et qui repartiraient. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? On retrouve souvent cette problématique avec ce type d'apparition d'animaux, comme on disait tout à l'heure, les dogman ou les loups-garous, parce que très souvent, des personnes aperçoivent justement cette bête dans une forêt, et apparemment cette forêt est très connue des chasseurs qui, depuis des années, chassent, parcourent de long en large cette forêt et ne sont jamais tombés dessus. Alors c'est pas tout le temps le cas, hein, mais on a l'impression que c'est parfois ils peuvent, comme tu le dis, venir d'une faille spatio-temporelle, apparaître comme ça soudainement et en chair et en os, et puis repartent comme elles sont venues, quoi. Donc est-ce que là on n'est pas par rapport à des mondes parallèles comme on a l'habitude d'en discuter ensemble, Antoine? C'est ça. En tout cas, on aimerait bien effectivement que ça soit une des explications plausibles. Mais tu sais, en ce moment, je sais pas si tu as entendu parler aux infos, il y a une espèce de panthère qui est apparue, je sais plus dans quel coin de la France. Voilà, ils savent pas comment ni. Puis dès qu'ils commencent à la chercher, elle semble comme disparaître. Ils n'arrivent pas à mettre la main dessus. Et puis c'est récurrent. Si tu regardes bien, je crois qu'il y a 2 ans c'était la même chose. Il y a 4 ans c'est la même chose. C'est quelque chose qui revient régulièrement, des félins comme ça. Puis la fameuse bête du Gévaudan, on est pas si loin, on est peut-être sur le même sujet aussi, hein, sur la fameuse bête du Gévaudan. C'est ça. Et oui, c'est vrai qu'il y avait déjà eu des articles sur des fameuses apparitions de panthères, de félins noirs dans des forêts en France ou ailleurs, et puis on essaie de les traquer, on les retrouve pas, quoi. C'est assez récurrent comme sujet. C'est ça. En tout cas, j'en profite juste pour faire un petit peu de pub pour le livre de Pascal qui s'appelle Voyage au cœur de l'insolite. Il n'est pas tout jeune son livre, hein. Il a compilé tout un tas d'histoires insolites. Il l'a écrit dans les début des années 2000, en 2003 je crois. Et donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, il donne tout un tas d'informations. Sinon, regardez donc cette vidéo qu'on a faite, vous avez le lien dans la description. Vous verrez, si après ça vous ne croyez plus au Black Dog, vous croyez toujours pas au Black Dog, je sais pas quoi faire pour. On peut plus rien pour vous. On peut plus rien pour vous. Bon, allez, on va rester dans le monde animal, parce que tu nous as découvert une petite nouvelle insolite concernant une cité aquatique réalisée par des pieuvres. Exactement. Octlantis. Tu as déjà entendu parler de cette ville aquatique, Antoine? Eh bien non, je connaissais les octonautes, ça c'est autre chose. Voilà, Octlantis pour Octopus et Atlantis. Voilà.
Donc apparemment, ce seraient des biologistes marins qui seraient à l'origine de cette découverte. Ça se passe, que je ne te dise pas de bêtises, dans la baie de Jervis, située au large des côtes est de l'Australie. Donc en fait, ces biologistes marins ont découvert une sorte de communauté de poulpes, de pieuvres, qui vivaient ensemble dans une espèce de structure qu'elles avaient elles-mêmes construite, avec des coquillages, tout ce qu'elles peuvent trouver sur les fonds marins, quoi. Alors ça bouleverse un petit peu ce qu'on pensait de cet animal, parce qu'on pensait qu'il était solitaire, il vivait tout seul. Il se retrouvait uniquement pendant les périodes de reproduction, mais on pensait que le reste du temps, le poulpe cette pieuvre. Alors, pour préciser, c'est l'espèce Octopus tetricus. Donc, on pensait que c'était une pieuvre solitaire, mais apparemment non. Elles sont capables de fabriquer une structure et de vivre en communauté. Parce que là, Octlantis, les biologistes ont recensé 15 céphalopodes. Donc, ils appartiennent tous à la même espèce. Hein. Donc, alors, on avait déjà identifié quelque chose de similaire en 2009, toujours avec la même espèce, Octopus tetricus. On avait découvert un groupe de 16 comme ça, qui, pareil, vivaient en communauté. Apparemment s'entraident quand elles sont attaquées par un autre animal marin, un prédateur. Elles s'entraident pour défendre leur groupe. Donc voilà, c'est très curieux parce que je dis, ça remet un petit peu en cause le fait qu'on pense que cet animal à la base était solitaire. Ben, en fait, on se rend compte que non, ils sont capables de créer des groupes comme des meutes, hein, comme on parlait tout à l'heure des chiens. Bon, bah là, ils font une meute et en plus, ils sont capables de se construire un habitat. Hein. Une pieuvre, c'est extrêmement intelligent. En plus, avec toutes ces 8 tentacules, c'est comme si nous on avait 8 bras. Imagine tout ce que tu peux faire, Antoine, avec 8 tentacules. Et voilà, donc moi j'ai trouvé cette petite nouvelle insolite, surprenante et très intéressante. Alors comment tu l'as appelé, leur ville, leur cité souterraine? Alors c'est les biologistes qui l'ont appelé comme ça, Octlantis. Octlantis. OCT pour octopus, hein, et Lantis pour Atlantis. Voilà. Octlantis. Bah, en parlant d'Atlantis, hein, tu sais qu'en ce moment on est en train de préparer le numéro 8 de Génération Cité d'Or spécial, bien justement spécial Atlantide, spécial Mu, spécial Civilisation disparue. Et donc vous pouvez, si le sujet vous intéresse, précommander le numéro. C'est jusqu'à la fin du mois pour profiter des offres que l'on fait lors de cette campagne de précommande. Et c'est donc sur le site de Génération Cité d'Or. Voilà, il fallait que je fasse la transition forcément sur ce sujet-là. D'ailleurs, Jérôme, pour passer du coq à l'âne, es-tu heureux d'être encore en vie? Bah ma foi, oui. Pourquoi? On aurait dû tous mourir. Sinon, on pourrait pas faire mi-midi, ça. On est passé à 2 doigts de la catastrophe. Dis-nous tout, Antoine. Ah, on est passé à 3000 km le 25 octobre dernier, de ce que tu peux voir à l'écran. C'est un astéroïde, il s'appelle UA1. Voilà, il est passé à 3000 km, donc un cheveu de la Terre, tout simplement. Bon, allez, je te rassure, il n'était pas très dangereux, celui-ci, il faisait que 2 mètres d'envergure. Oh, ça va. Les astronautes n'avaient pas pu le voir, c'est un astronaute amateur qui a pu le voir, qui s'appelle Tony Dunn. Mais c'est pas sans nous rappeler ce fameux astéroïde qui s'appelle Apophis. Hein, on a déjà entendu parler tous d'Apophis, où à l'époque on disait qu'en 2036 il allait se rapprocher extrêmement proche de la Terre. D'ailleurs, si je te disais, Jérôme, allez, t'as une chance sur 5560 de gagner à l'euro-million, tu dirais, ouais, c'est bien, super chance. Par contre, si je te dis que tu as une chance sur 5560 de prendre Apophis sur la tête en 2036, ça fait pas beaucoup. Hein. C'est ça. Voilà, on relativise les chiffres en fonction de l'événement. Voilà. On ne peut pas faire mentir les chiffres, mais si, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Voilà. C'est ça. Là, c'est un bon exemple.
Et donc, parce que bon, Apophis, lui, il fait 370 mètres. Donc, s'il tombe sur la Terre, eh bien, ça équivaut à une explosion de 1200 mégatonnes, soit 80 000 fois l'explosion d'Hiroshima. Donc, autant dire que c'est le début de la prochaine extension de l'humanité. Donc, les astronautes en 2004, ils nous ont quand même mis bien les pétoches, hein, parce que c'était la chance ou la malchance qui donnait que cet astéroïde s'écrase sur la Terre. Ensuite, en 2008, ils ont revu leurs calculs, ils ont dit c'est une chance sur 45 000. Quand même, ça reste quand même. Hein. En 2009, on est tombé à une chance sur 233 000, ça va un peu mieux. Et là, en 2013, les derniers chiffres, c'est une chance sur 11 millions. On n'est pas loin de l'euro million. De l'euro million, hein. Avec le bol qu'on a en ce moment, on a peut-être une chance de se le prendre sur la tête. Hein. C'est ça. Donc, logiquement, en 2036, ça devrait bien se passer. Mais la prochaine échéance, on sera peut-être plus là. 2068, ça va commencer à tirer là. 12 avril 2068, on retombe à une chance sur 149 254. Oui, comme tu dis, on sera peut-être plus là pour... Voilà, ils referont leurs calculs, mais malgré tout, ça reste préoccupant, voilà, pour nos générations futures. Bon voilà, je voulais en profiter de ce micro-passage de cet astéroïde pour recadrer un peu les choses sur cette apophyse qui, à un moment donné, a fait peur à beaucoup de gens. Mais Jérôme, voilà. C'est déjà fini. C'est déjà fini, je suis désolé. On avait dit qu'on repassait à une demi-heure. Oui, voilà, c'est fait. En tout cas, on a été content de vous voir parmi nous jusqu'au bout. Et on vous donne bien rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de Mimi. Ça sera le numéro 11. En attendant, passez un très bon week-end. Jérôme, à très bientôt. Salut. À bientôt Antoine. Ciao tout le monde.